J'ai fait la blague de l'oreillette que je n'ai pas dans l'oreille ce matin, je la refais maintenant. Je vous confirme qu'on est bien en live. Bienvenue à vous quatre. Merci d'être là. Bonjour à tous, bonjour à celles et ceux qui nous suivent depuis ce matin, les valeureux, les vaillants qui sont là depuis 11 heures. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde qui, a priori, risque d'inspirer pas mal de product managers qui se posent la question sur laquelle on va se pencher en cette fin d'après-midi, comment trouver l'équilibre entre responsabilité et viabilité quand on travaille sur un produit à impact, notamment dans une entreprise à mission. Avant de laisser la parole à nos quatre invités, je vais vous griller la politesse comme ce matin, je m'en excuse par avance. Je me présente et je dresse un petit peu le portrait robot de ce qu'on va aborder avant de vous laisser pleinement parler. Je m'appelle Nicolas Boisel, je suis Head of Product et Coach Produit chez Weavoo. Et en parallèle de mes missions chez nos clients, je fais partie d'une tribe RSE, Produit Responsable, ce qui explique en partie ma présence autour de cette table. On a beaucoup parlé de produits responsables aujourd'hui, à juste titre. J'en suis le premier ravi. Merci d'avoir coupé la sonnerie. On a notamment vu comment rendre nos produits plus inclusifs, plus accessibles, mieux éco-conçus. J'en suis le premier fervent défenseur, donc je suis ravi de toutes ces tables rondes. On a également parlé de la nécessité de contribuer systématiquement de manière positive à la société, d'ailleurs avec les CEO d'entreprises, les boss de certaines et certains d'entre vous, sans pression, on va passer après eux. Clairement, ce qu'on voit, c'est que c'est une tendance de fond. C'est même une nécessité absolue de revoir beaucoup de choses sur notre manière de produire des produits et services, notamment des produits et services digitaux. Tant mieux, parce que c'est a priori une volonté de pas mal de monde en fait sur le secteur, pas mal de salariés et pas uniquement que de product people. On conclut les études qui montrent d'ailleurs que une majorité des salariés veulent donner davantage de sens à leur travail, aux produits sur lesquels ils travaillent et ils travaillent. Pour autant, il y a une vraie réalité, une réalité économique, financière. C'est évidemment une réalité qui veut que ce sens doit être rentable, générer suffisamment de valeur financière pour que ce sens puisse perdurer dans le temps et voire même avoir davantage de portée. La question à laquelle on va donc s'atteler maintenant, en cette fin d'après-midi, est la suivante. Comment trouver l'équilibre en tant que PM, que Product People, entre responsabilité et viabilité quand on travaille sur un produit à impact à mission. Pour y répondre, je suis donc ravi d'accueillir Camille, Lucille, Vaïté et Rémi. Je vous laisse la parole, vous avez à peu près 30-40 secondes pour vous présenter. Ça peut être un petit peu plus long, même si le temps nous est compté, mais peut-être Vaïté, si tu veux commencer. Oui, je suis Vaïté Le Prince Ringuet et je suis Senior Product Manager chez l'association Entourage. Entourage, c'est une association qui a deux piliers, l'inclusion sociale et l'inclusion professionnelle. Notre vision, c'est de redonner un réseau à ceux qui n'en ont pas. Et donc, le premier moyen, c'est l'application Entourage qui permet à chacun de créer des liens dans son quartier avec les plus exclus. Et le deuxième pilier de l'association Entourage, c'est le programme Linked Out, qui est une plateforme sur laquelle vous allez trouver les CV de candidats qui sont éloignés de l'emploi. Et vous pouvez participer à reconstruire un réseau professionnel autour d'eux pour leur ouvrir des nouvelles perspectives d'emploi. On aura évidemment compris le contre-pied avec LinkedIn qu'on utilise tous. D'ailleurs, je vous confirme qu'aujourd'hui, avec le choc des titans, on a complètement cassé LinkedIn. Voilà, petit aparté. Rémi, peut-être ? Oui. Bonjour, enchanté. Merci de l'invitation. Du coup, Rémi, je travaille chez Lita en tant que responsable produit depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans et demi maintenant chez Lita. Donc Lita, c'est une plateforme d'investissement responsable pour concilier à la fois les investisseurs qui sont un peu en quête de sens avec leur épargne et les entreprises qui vraiment cherchent à avoir des fonds un peu plus responsables aussi. En tout cas, alignés investisseurs et entreprises à mission. Et des fonds citoyens aussi. Et des fonds citoyens, voilà. Okay. Cool. Bonjour, du coup moi c'est Lucille Mora, je suis Product Manager chez Give depuis le début de l'année. Donc Give qui est la première application de don d'objets entre particuliers en France. Donc on a une communauté qui est très engagée pour donner une seconde vie aux objets, donc près de 20 millions depuis le début de lancement de l'application. Voilà. Moi, c'est Camille, je suis Product Manager au sein d'Elios, qui est une alternative aux banques traditionnelles et qui participe à financer la transition écologique.
Très bien. Et dont on a reçu d'ailleurs tout à l'heure Maëva, la CEO, à côté du coup de Florian, cofondateur de Give. Alors, pour commencer, tiens, je te retends le micro. Et ça vous concerne tous les quatre évidemment, prendre la décision de travailler sur un produit plus responsable, une entreprise à mission, est-ce que de base, on se dit ça va changer un petit peu ma manière de faire, ça va changer mon état d'esprit, ma manière de faire du produit? Alors auparavant, j'étais chez SNCF Connect pendant plusieurs années. Donc c'était déjà une entreprise qui a pas mal d'impact dans le transport. Donc c'est vrai que mon envie, en tout cas, en rejoignant une nouvelle entreprise, c'était de garder cette partie impact. Et je suis ravie d'être chez Helios, et qui est vraiment en plus une société pour le coup à mission, où les engagements sont écrits noir sur blanc et audités en plus chaque année par un tiers. Donc c'est vrai que la partie impact, c'est vraiment ce qui fait la priorisation sur notre roadmap. Ok. Donc t'es passé d'une société à mission à une autre société à mission, donc tu savais à quoi t'en tenir pour le coup. Ce qui n'est pas forcément ton cas, puisque tu as fait une sorte de grand écart. Tu peux dire du coup d'où tu viens et où tu es maintenant? Oui, du coup moi j'ai rejoint Give en janvier, et avant ça j'ai fait 6 ans dans le groupe LVMH, donc dans 2 maisons différentes, Louis Vuitton et Christian Dior. Et donc, gros virage à 360 pour trouver plus de sens dans mon quotidien au travail. En fait, assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que je voulais trouver plus de sens. Quand j'ai fini mes études, rejoindre une maison de luxe, c'était une vraie envie. Moi, j'ai commencé en école d'ingénieur, une école très masculine, industrie, automobile, aéronautique, etc. Et je pense que c'était une volonté de travailler sur un produit, les produits physiques qui me plaisaient, donc dans le luxe. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que vendre des produits très chers pour des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pas forcément, ça m'animait pas. Et donc j'y suis quand même un peu restée. Et au bout d'un moment, cette envie de vraiment trouver du sens dans mon quotidien professionnel a pris le dessus. Et donc j'ai réussi à rejoindre une entreprise qui avait cette mission-là, mais c'est pas forcément facile quand on vient d'un grand groupe, du luxe. Je voulais aller en start-up dans une start-up qui avait une mission positive, et c'est vraiment pas facile parce qu'on n'a pas cette légitimité en termes de taille d'entreprise ou même sujet sur lequel on travaille. Mais on m'a donné ma chance, donc je suis là, et c'est très prise, ouais. Comment ? Tu l'as prise, cette chance? Je l'ai prise, ouais, et c'est très intéressant. Pour moi, au quotidien, de travailler sur des projets qui me plaisent. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé en arrivant chez Give, c'est un compteur d'émissions de CO2 pour tous les dons et adoptions qu'on fait sur l'application. Et clairement, quand on travaille sur ce genre de projet, on voit vraiment l'impact qu'on a. Donc, c'est super intéressant. Beau grand écart, en tout cas. Bien joué. Peut-être, Rémi, alors je crois que c'est ta première expérience en tant que PM. Ouais. Du coup, est-ce que tu te vois faire autre chose que du produit à impact pour le coup? Je pense que ça serait compliqué de ne pas trouver du sens, en tout cas, parce que tout simplement, les entreprises à mission, les missions sont vraiment un driver important pour effectuer le métier de produit. Voilà. D'autant plus que les boîtes que soutient l'ITA au travers des financements, c'est assez souvent des boîtes à mission avec un vrai impact. C'est d'autant plus démultiplié par cette mission-là. Donc oui, effectivement, j'ai rejoint l'ITA. Alors c'était post-études directement. Après, ce secteur-là, ce milieu, était un peu plus confidentiel qu'aujourd'hui. Mais le modèle, en tout cas, que présentait l'ITA à l'époque, était logique. Et on voyait très clairement un avenir, s'ancrer dans un avenir assez proche au vu des thématiques et des enjeux qu'on vit en ce moment. Vaïté, du coup, tes expériences avant d'être chez Entourage et sur LinkedOut? Oui, alors c'est vrai que mon expérience chez Entourage, c'est la première dans la Tech for Good. Okay. Auparavant, j'avais évolué il y a longtemps dans des postes de plutôt marketing, puis j'étais arrivée au produit dans une start-up, puis j'ai cofondé une start-up qui était basée d'ailleurs à San Francisco. Et je pense que cette expérience-là m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que je n'adhérais pas du tout à la vision de société que j'ai pu voir à l'œuvre dans les rues de San Francisco, avec un divorce complet entre des tas de professionnels qui avaient en tête de sauver le monde, et en parallèle
la misère qu'on pouvait observer dans les rues et une énorme indifférence à l'égard de celle-ci. Donc vraiment une disparition en fait du lien social à l'échelle du quartier assez frappante. Et ça a fait germer en moi une autre idée de création d'entreprise que j'ai, dans le cadre de ma recherche sur cette idée, c'est là que j'ai interviewé Entourage. Et finalement, j'ai été tellement séduite par le projet que je suis arrivée en tant que bénévole, puis en tant que salariée au produit chez Entourage. Okay. Et donc pour moi, c'était peut-être un aboutissement. Après, je pense qu'il y a la Tech for Good et puis en fait, tous ceux qui ne travaillent pas dans la Tech for Good peuvent quand même se poser la question de la Tech for what. Enfin, il y a des façons d'avoir un impact positif qui ne sont pas nécessairement cantonnées au secteur de l'ESS et de l'associatif. Voilà, donc d'ailleurs je pense que l'intervention aujourd'hui qui nous réunit, organisée par WeVoo, et donc c'est vraiment une prise de conscience qui est générale, qui n'est pas limitée qu'au secteur de l'ESS. Voilà. Je profite que tu aies la parole justement pour te poser une autre question sur la partie contact utilisateur. Moi, j'ai tendance à dire que faire du produit responsable, c'est pousser au maximum la démarche de recherche utilisateur, vraiment pour matcher au mieux, au plus simple, sans chichi, vraiment aux besoins de cet utilisateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que, de fait, produit à impact, entreprise à mission, est-ce qu'on se focalise uniquement sur le besoin et on passe plus de temps sur ça pour y répondre plus vite ? Je pense qu'il y a c'est tout à fait vrai que pour nous, chez Entourage, il faut comprendre l'expérience des personnes qui ne nous ressemblent pas. On s'adresse, en fait, on est une plateforme qui crée du lien entre des inclus et des exclus. Et donc, il faut absolument, c'est ça vraiment qui démarque le plus mon expérience chez Entourage de mes expériences passées, il faut co-construire à chaque étape. Et jusque dans nos instances de direction de l'association Entourage, on implique les personnes exclues. Il y a une instance d'entourage qui s'appelle le comité de la rue, qui regroupe 15 personnes. Il y a un comité national et puis dans chaque antenne locale, il y a aussi des membres du comité de la rue. C'est une instance qui se réunit 2 fois par mois pour valider toutes les pistes envisagées par l'association et pour aussi faire du porte-parole sur les questions de société. Donc vraiment, ils valident les prémices des idées qu'on peut avoir. Ils sont impliqués dans le design des fonctionnalités. Et puis, ils nous aident aussi à sourcer des personnes à qui on peut parler pour en savoir plus sur les attentes des personnes en précarité. Parce qu'évidemment, étant au comité de la rue, ils ne représentent pas exactement le user en précarité qui vient de découvrir la solution. Voilà. Donc, ce n'est pas la seule ressource qu'on a en matière de user testing, loin s'en faut. Mais c'est la garantie que nos solutions sont vraiment adaptées aux besoins. Voilà. Camille, du coup, d'une entreprise à mission énorme, avec une clientèle énorme, à une cible beaucoup plus restreinte, mais toujours sur une entreprise à mission. Est-ce que pour toi, du coup, est-ce que ce que j'ai raconté est une utopie totale ou est-ce que... Alors, chez Elio, c'est hyper important d'inclure du coup nos utilisateurs dès le début. Et là, par exemple, on est en train de lancer, je viens de donner le go juste avant d'arriver, donc on est en train de lancer le programme Tous Consommateurs, qui est le premier écosystème d'enseignes éthiques. Et donc pour avoir développé ce programme, on a directement dès le cadrage inclus nos utilisateurs. En plus, on a une communauté d'ambassadeurs qui nous aide énormément aussi et qu'on sollicite assez régulièrement. Et grâce à eux, on a fait un produit qui est pour moi pas que un MVP, mais qui est un MLP, je dirais. Donc c'est le Most Lovable Product, parce que c'est vraiment le produit qui ressemble à ce que les utilisateurs nous ont demandé en phase de cadrage. Donc on a vraiment co-construit avec eux la solution, pareil à chaque étape. Et tout ça en 3 mois. Okay. Donc ça va plus vite que dans mon ancienne entreprise aussi. Sur la fonctionnalité qui a été abordée d'ailleurs tout à l'heure par Florian et par Julien, sur la partie empreinte carbone du don, pareil, est-ce qu'il y a eu un vrai échange avec vos utilisateurs ? Alors, et là, tu vas me dire non. Non, j'ai pas l'historique. Donc, dans notre démarche au global, on essaye réellement tout le temps d'interroger nos utilisateurs et les inclure, faire de la co-construction. On avait fait, en fait, si j'ai l'information, tout début d'année, avant de commencer la conception des interviews avec des utilisateurs pour savoir ce qui les plairait dans cette fonctionnalité, du coup de mettre en avant l'impact carbone des fonctionnalités.
Après, c'est vrai que si on rejoint la notion de viabilité de l'entreprise, des fois, nous, notamment sur notre fonctionnement avec du freemium, on doit parfois contraindre, mettre un peu des freins dans l'utilisation de l'application pour pouvoir proposer des fonctionnalités pour devenir, pour générer des revenus. Notamment aujourd'hui, nous, un de nos revenus principaux, c'est les abonnements. GIF+, du coup, ouais. Comment ? L'abonnement GIF+. Exactement, GIF+, qui est notre abonnement, qui donne certaines fonctionnalités sur du contenu, etc. Et donc, c'est sûr que c'est plus complexe d'aller interroger des utilisateurs sur ce genre de fonctionnalités qui créent des freins sur l'utilisation de l'application que sur l'impact carbone, qui est vraiment une fonctionnalité d'user experience pure. Mais on essaye quand même toujours de tester avec les utilisateurs, avec de la data pour savoir si ça marche, si ça marche pas, est-ce que tout se passe bien comme il faut ou pas. Et après avoir une boucle de feedback qui est assez importante, et on prend vraiment le pouls à tout moment avec nos utilisateurs sur ce qu'on délivre. Vous travaillez toutes et tous sur des sujets pour faire face à une certaine urgence, avec un degré peut-être différent en fonction du produit, pas forcément avec des moyens démesurés. Une association, des boîtes d'une certaine taille. Est-ce que finalement, alors qui sont clairement pas les mêmes moyens que vos concurrents principaux, est-ce que ça se traduit par une pression permanente sur votre manière de faire au quotidien, une pression positive pour le coup? Est-ce qu'il y a une vraie pression peut-être Alors, ouais, justement, c'est pas une pression, c'est plutôt un avantage parce que ça permet vraiment de cadrer vraiment notre finalité sur les fonctionnalités produits et pas s'en détourner. Parce que plus le produit est correctement utilisé, plus l'impact en fait derrière va être grand. Donc c'est complètement cœur à notre métier et notre business, quoi. Ok. Et moi, je rajouterais que oui, on a parfois une grosse pression. Par exemple, on a eu un financement pour 50 000 € pour développer des fonctionnalités liées à la web app. Donc voilà, ça implique qu'à la fin des 50 000 €, on ne sait pas comment on va financer le reste de la roadmap sur la web app. Parce que par exemple, les dons non fléchés chez Entourage, c'est à peine 10% de notre financement global. La plupart de nos financements, ils sont accordés à des échelles, ça peut être financement public et privé à peu près à part égale. Mais voilà, le pur non fléché qui donnerait un peu de marge, finalement, c'est assez limité. Mais je dirais que ça force vraiment à réfléchir, parce en fait, ça force à être une fabrique à vision plutôt qu'une usine à features. Parce que, en fait, je me rends compte qu'il y a une question de poule qui fait l'œuf, c'est-à-dire plus on a d'idées, plus on a une vision solide et innovante, plus on peut aller pitcher auprès de fondations pour des appels à projets variés, et donc récolter plus de fonds. Donc en gros, je reviens sur mon exemple des 50 000 € de la web app. Effectivement, si on a fini, si on a épuisé ce financement, on a délivré avec ce budget-là un MVP. Et voilà, dans la suite de la roadmap, on pourra réfléchir au deuxième volet. Mais pour ça implique de vraiment analyser les résultats de la première feature délivrée et prendre beaucoup de hauteur et retrouver un peu en termes de vision qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est plus la vision finalement que nos bailleurs vont comprendre, et c'est pour ça qu'ils vont nous soutenir. C'est peut-être pas parce qu'il y a un bouton de telle ou telle couleur. Voilà, c'est pas là-dessus qu'on s'engage auprès de nos soutiens. C'est vraiment plus à délivrer un impact et une vision. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre veut réagir sur cette partie urgence au quotidien? Je pense que pareil chez Helios, en fait, l'objectif c'est d'aller vite pour proposer rapidement un produit fini à nos utilisateurs pour créer de l'engouement et en fait justement pour leur permettre derrière de décupler aussi leur impact. Donc en fait, plus on a un produit qui correspond aux attentes de nos clients et qu'on peut délivrer assez rapidement, plus on va pouvoir avoir de l'usage et derrière ça permettra effectivement d'aller dans le bon sens. Ok. Lucie, est-ce que tu veux... Nous, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette vision de tester en faisant pas des MVP, mais vraiment des tests, des fois pas forcément
dans les règles de l'art ou qui nous permettent toujours d'avoir un résultat qui soit vraiment probant par rapport à ce qu'on veut développer, mais de vraiment tester avant de se lancer dans le développement d'une feature. Parce que, en comparaison, dans mes précédentes expériences, on pouvait se lancer dans un projet de plusieurs mois d'affilée sans avoir testé l'idée, alors que là, on est vraiment dans l'idée, je teste l'idée, je vois si ça marche, et si ça marche, on y va. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme approche. Au quotidien, est-ce qu'il y a, alors, toujours sur ces sujets un peu d'urgence, est-ce que ça a un impact sur votre manière de prioriser côté roadmap et côté backlog ? Comme je disais tout à l'heure, chez Helios, comme on est une société à mission et que nos engagements sont écrits, donc les engagements environnementaux et sociaux, forcément, ça va impacter la roadmap, puisque du coup, c'est vraiment notre priorité, c'est le cœur d'Helios en fait. Donc ça veut dire que typiquement, dans ta méthode de prio, tu as ajouté des notions, des critères d'impact. Et ce sera quoi typiquement Après, on ajoute, il y a des fonctionnalités qui vont être liées à l'impact pour justement, vu qu'on est très transparent, on veut expliquer, éduquer nos clients aussi pour qu'ils comprennent l'impact qu'ils ont en utilisant leur carte Helios, en mettant leur argent au sein d'Helios, etc. Et après, c'est plus des fonctionnalités d'usage où en fait on va se dire, vu qu'on veut être au standard des néobanques, il faut proposer les mêmes fonctionnalités qu'on a ailleurs sur le marché. Pour pousser à l'usage et voilà, c'est comme ça qu'on travaille chez Helios. Et je dirais que nous chez Entourage, Entourage, l'essentiel c'est cette vision, de redonner un réseau aux plus exclus grâce à la tech. Et en fait, chaque année on a des OKR. Parce qu'on réactualise cette vision, on l'a traduit concrètement en millions de personnes qui doivent avoir compris le message d'Entourage, en centaines de milliers de personnes qui disent avoir vécu une rencontre transformante grâce à Entourage. Et donc pour alimenter cet OKR de toute l'asso, ensuite on la décompose, quelle rencontre transformante, combien via LinkedOut, combien via le programme, le réseau Entourage. Et donc c'est comme ça que on aboutit sur des OKR du produit ensuite toute notre roadmap ça vise à développer les épiques, des ensembles de fonctionnalités qui vont à chaque fois sont reliées à ces OKR. Donc comme ça on est sûr que vraiment notre roadmap elle est parfaitement alignée avec la vision de l'asso et son actualisation sur la période 2023-2024. Rémi, je ne sais pas si tu veux réagir. Nous, oui, effectivement, c'est important de correctement prioriser parce qu'on a vraiment un souci envers nos utilisateurs d'être plus transparents, mais aussi de leur proposer le portefeuille le plus équilibré possible. Donc de toujours repenser un peu nos offres, que ça soit vraiment des offres le plus variées possible. Et donc ça impacte vraiment. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier, l'investissement, mais du coup, ça va aussi impacter en fait tout ce qui est derrière sur le suivi de l'investissement. Parce que c'est des investissements moyen à long terme, donc sur 5 à 7 ans. Ça fait 5 à 7 ans, même plus de 7 ans qu'on est créé, donc on commence aussi à avoir de la responsabilité là-dessus, sur toujours fournir plus d'informations et de la transparence. C'est pas un one-shot, c'est vraiment une expérience qui est très longue. Et il faut s'assurer vraiment de ce qu'on développe et que ça soit viable sur un minimum 5-7 ans. Et voilà. En préparant cette table, il y a un point qui est apparu quand on discutait d'ailleurs ensemble, auquel je n'avais pas forcément pensé et sur lequel j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus. C'est le fait d'utiliser les contraintes légales finalement comme base de fonctionnalité ou de guidelines. Je pense notamment à l'équivalent CO2 chez Give. Je pense à toutes les règles de l'ORIAS, du coup, de votre côté, tous les deux. Voilà, des sujets aussi de RGPD, clairement de votre côté, chez LinkedOut et Entourage. Du coup, est-ce que c'est une manière aussi de prioriser les choses, de se dire, on a des contraintes, du coup, on va vraiment avoir un produit qui est focus là-dessus et qui va faire ses preuves aussi au travers de ça. Pour Entourage, nous, la compliance avec le RGPD, le respect des données personnelles des personnes, y compris les plus vulnérables, c'est non négociable. C'est vraiment une base du produit qui a occupé souvent des axes assez importants de la roadmap. Et je dirais que, par exemple, je vais donner un exemple concret.
au départ, dans l'app Entourage, il a fallu dès le début éviter tout risque qu'elle soit utilisée pour signaler une personne SDF en détresse dans la rue. La localiser, tu veux dire Voilà, la localiser et dire, en gros, je passe la patate chaude, je signale qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, je crée pas de lien, je vais pas voir, je recueille pas son consentement, rien. Voilà, ça a été vraiment une des toutes premières réflexions autour de l'app Entourage. On a été accompagné par un ancien de la CNIL sur le sujet. On a fait en sorte de s'entourer de vrais experts sur la question, et on a bénéficié tout au long de l'existence de l'asso de mécènes de compétences, vraiment très experts sur le sujet. En fait, on s'est rendu compte que cette question du signalement, effectivement, elle était centrale, parce qu'au contraire, l'app Entourage, il faut absolument que s'il y a un échange. Si quelqu'un voit quelqu'un dans le besoin dans la rue, c'est comment on l'outille pour qu'il aille établir le contact. Donc c'est évidemment faire comprendre à la personne que son rôle n'est pas de signaler, surtout pas dans l'app Entourage. Elle peut appeler le SAMU pour ça dans certains cas, mais c'est en fait comment est-ce que ce riverain peut être outillé pour oser aller vers... Donc on a créé un programme pédagogique qui s'appelle Simple comme bonjour, dédié à la question. Et aujourd'hui, dans l'app Entourage, si on crée une entraide, donc une contribution ou une demande, avant même de pouvoir créer quoi que ce soit, de pouvoir créer ce contenu-là, on est exposé à du contenu qui explique que la finalité, c'est toujours la rencontre, ça serait, par exemple, on interdit de faire une cagnotte sur le site Entourage pour des questions réglementaires, mais aussi parce qu'on veut que les gens se parlent en vrai. Ça ne veut pas être juste un échange digital d'argent ou autre. Voilà. On a aussi, je dis que l'échange digital de biens matériels, de biens est interdit. Par contre, on développe de plus en plus quand même des échanges digitaux, des groupes de voisins. Et là-dessus, l'enjeu de compliance, c'est d'être rapide dans la modération. Et donc un gros pilier de l'app Entourage, c'est la force de son équipe de modération et d'animation qui est présente dans tous les groupes. Voilà. Rémi, du coup, le fait d'être purement vraiment compliant, ça permet aussi de rassurer l'utilisateur sur... Ouais, nous, la plus grosse des contraintes, elle est réglementaire. Donc, si c'est critique pour le business, c'est-à-dire que si on la respecte pas, on ne peut plus exercer, tout simplement. Donc, et pour ça, c'est important de comprendre pourquoi, en fait, il y a déjà ces contraintes-là. Parce que généralement, quand on est dialogué avec les régulateurs, parce que quand on commence à dialoguer avec eux et comprendre pourquoi ils ont mis en place ces règles-là, c'est parce que généralement, avant, il y a eu des précédents de fraude, d'arnaque et tout ça. Et donc, en fait, c'est avant tout et majoritairement pour protéger les investisseurs. Et donc, à partir du moment où c'est pour protéger les investisseurs, c'est important pour nous de leur expliquer qu'en fait, ça va dans leur sens et que c'est important pour nous qu'ils les comprennent et d'être le plus transparent là-dessus pour derrière vraiment être crédible envers eux. Et pas juste à un endroit où on vient déposer de l'argent et voilà, c'est fini. Et être totalement inconnu. Quoi. On parle d'investissement, on a besoin quand même d'être assuré. Voilà, c'est un critère de réassurance et réglementaire, mais voilà. Donc c'est très important d'être vraiment le transparent là-dessus, d'expliquer avec la pédagogie pour vraiment... parce que nous, je crois que c'est... Maintenant, ça a un peu diminué, mais plus de la moitié de nos investisseurs n'avaient jamais investi avant. Dans du non-coté. Ah, vous avez cette info, effectivement. Voilà. Donc, c'est également à peu près un peu plus de la moitié de ceux qui ont investi, qui investissent la première fois dans un produit responsable. Ok, donc il y a aussi une notion de pédagogie en fait du financement participatif sur des projets à impact, et ça passe par le fait d'avoir un produit qui est 100% compliant avec l'état de l'art finalement. Qui est structuré comme un vrai produit d'appel à l'épargne. Ok, très clair. Peut-être, Lucille, sur cette partie-là, sur le fait de respecter toutes ces règles. Nous, on a plutôt eu une opportunité avec la loi AGEC qui, du coup, lutte contre le gaspillage. En fait, il y a un engagement maintenant, une interdiction des distributeurs, dans certains cas, doivent proposer des solutions de reprise sur les objets achetés, etc. Et du coup, nous, on a pu voir ça comme une opportunité de proposer des solutions de reprise aux distributeurs en mettant en avant Give, donc, notamment avec certaines entreprises où on travaille avec Conforama, où au lieu que ce soit Conforama qui s'occupe de la reprise, on donne vraiment une seconde vie aux objets. Donc si on achète un lave-vaisselle, de
proposer de donner le lave-vaisselle sur Give contre un bon d'achat chez Conforama. Et donc ça, finalement, cette loi-là crée une opportunité pour nous de faire connaître le service et de vraiment donner une seconde vie aux objets plutôt que proposer des solutions d'enlèvement et de recyclage qui sont moins performantes que vraiment proposer une seconde vie à un objet. Ok. Camille, du coup, sur la fonctionnalité que vous venez de lancer sur Helios, sur ce côté fidélisation, c'est ça, est-ce que pour toi, c'est aussi se dire qu'il y a des règles qui vont arriver, des lois autour de cette notion de consommation responsable et de fait d'avoir un temps d'avance? On l'espère. En tout cas, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est, vu que les clients ont fait une première démarche en allant chez Helios, c'est de continuer à les inciter dans à mieux consommer, etc. Et donc, parfois, ils ne connaissent pas forcément les commerçants qui sont autour d'eux. Et donc, en ayant cette liste directement dans l'application et en ayant une remise éthique aussi, parce que parfois, il y a aussi la notion de prix qui peut freiner, derrière, ils vont pouvoir les consommer mieux, plus souvent. Okay. Donc c'est ça aussi notre objectif. Vous allez me détester, je vais vous dire qu'on a bientôt fini. Il reste 2 minutes et 9 secondes. C'est une catastrophe, le temps file comme pas possible. Pour conclure, un peu comme sur ma précédente table, je vais vous demander chacune, peut-être pour conclure, une ressource, un tips. Ça peut être un bouquin, ça peut être une méthode, ce que vous voulez. En tout cas, un truc qui aujourd'hui vous motive, vous donne davantage d'ambition, ou même ce qui vous a poussé à changer d'univers. Camille. Du coup, moi, ce que je dirais, c'est quand je suis arrivée chez Helios, j'étais déjà cliente et c'était hyper important pour moi de participer en tant que product manager à une application dont je suis cliente, comme j'ai pu l'être par le passé avec SNCF Connect. Et du coup, aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir utiliser mon application SNCF Connect et de payer avec ma carte Helios. La légende dit aussi qu'il y a du coup une intervention de Vaïté qui t'a beaucoup inspiré. Ça reste une légende urbaine. Lucille. Moi, c'est peut-être plus un outil que j'utilise pas mal depuis que je suis arrivée chez Give. C'est l'Opportunity Solution Tree, où vraiment j'essaye de repartir sur le fond du problème, le besoin, plus que sur des solutions entre guillemets sur lesquelles on pourrait partir bien en tête. Et je trouve que c'est une approche qui est assez saine, surtout dans un environnement où on veut essayer d'avoir un impact positif et de trouver la bonne solution face aux besoins de nos utilisateurs. Donc se focaliser sur l'objectif ou le besoin, la problématique de base, un peu comme sur un impact mapping. Exactement. Okay. Rémi. Moi, je pense aujourd'hui, l'écosystème, en tout cas dans lequel on évolue, ESS, Impact, il a beaucoup évolué. Et du coup, il y a beaucoup plus d'entreprises potentiellement intéressantes et pour lesquelles on peut s'inspirer. Parce que en fait, ces entreprises-là font du vrai reporting sur leur impact. Donc c'est intéressant de comprendre leur reporting pour voir comment nous aussi, on peut le déployer chez nous quand on a vraiment des problématiques à gérer de cet usage-là. Donc il faut vraiment s'intéresser vraiment à l'écosystème d'impact. Ouais. Tu as le mot de la fin. D'accord, je bis. Tout à fait, l'utilisation de l'Opportunity Tree, pour nous, c'est un bon moyen de faire le lien avec la vision et la stratégie de l'asso au niveau de l'organisation produit, de le faire en mode collaboratif. Et puis c'est assez motivant parce que ça donne une vision sur nous, 6 mois, 1 an. Ce qui me motive aussi au quotidien, c'est de participer aux événements du terrain. Donc de me mettre, vraiment de vivre l'expérience des candidats Linked Out en participant aux événements ou alors... quand j'étais plus en charge de entourage, les événements de la communauté entourage, ça c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir une approche d'observatrice, de nourrir la réflexion plus design thinking. Donc c'est hyper important d'être sur le terrain aussi auprès des plus exclus et vraiment de vivre l'expérience qu'on essaye d'apporter à tous les riverains. Voilà. Et je pense que c'est très intéressant aussi d'un point de vue retour utilisateur. Parce que quand c'est des retours qui sont assez gratifiants, dans le sens où quand ils ont compris notre valeur, toute notre mission prend sens, et c'est ça qui est intéressant d'avoir, je trouve, d'aller rechercher en tout cas. Le temps passe trop vite et c'est passionnant.
On va aller se boire une bière pour discuter de tout ça, évidemment, avec modération, mais on va discuter de tout ça. Merci beaucoup, tous les quatre, c'était passionnant. Je vous remercie pour votre présence, pour vos éclairages, vos retours d'expérience. Merci également à tous de nous suivre, de nous avoir suivis sur Twitch. C'est pas fini, dans quelques instants vous allez retrouver Rémi Duflo pour la dernière table ronde de ce choc des titans, 3e édition. Il va parler user versus business, à qui bénéficie vraiment une expérience personnalisée. Je vous laisse avec une petite vidéo et je vous remercie encore à tous les quatre. Merci à vous. Nicolas.